une cuisinière avec un Non, alors fond Mélanie, non, on va pas parler de bonbons. En enfant. Ouais, c'est ce que Mélanie nous disait. Mais c'est vrai que tu vas voir, sa chronique va te rappeler quelques petits souvenirs, sans doute. Effectivement, parce que chaque génération collectionne un petit peu les jeux de son enfance. Génération d'avant sur les petits trains, et puis aujourd'hui, c'est plus les jeux d'arcade. On va voir en détail ce que c'est, hein, ces jeux vidéo spécialement conçus pour les bars. C'est Eric qui habite à Orléans et qui regarde la quotidienne régulièrement, qui m'a envoyé la photographie du cadeau qu'a fait sa femme, une bonne borne arcade qui a été légèrement modifiée d'ailleurs, et qui m'a demandé de lui en raconter l'histoire. Alors Thierry Andréo s'est rendu chez lui, on regarde son reportage et on en parle après. Space Invader, Street Fighter, Super Mario ou Donkey Kong, autant de jeux vidéo très connus qui ont bercé les jeunes années d'Eric. Aujourd'hui, il peut continuer à s'adonner à sa passion grâce à ce meuble d'un autre temps qu'il a installé dans son salon, une borne d'arcade comme on n'en voit plus beaucoup. Cette borne d'arcade dont je rêvais depuis que je suis tout petit m'a été offerte par ma femme qui pour mes 40 ans m'a fait cette surprise de me l'avoir trouvée sur Internet. Cette machine était hors service quand il l'a récupérée il y a 3 ans. Mais Eric aime bricoler et surtout, il travaille dans l'informatique. Il n'a pas mis bien longtemps à redonner une seconde jeunesse à son jouet. Donc tout le câblage qui a été refait entièrement à neuf avec des boutons achetés dans le commerce. Quand elle a été fabriquée, cette grosse machine ne pouvait héberger qu'un seul jeu. Un peu juste pour les années 2010, Eric a trouvé une solution. Alors voilà l'entraille de la bête où en fait on branchait les cartes de jeu qui actuellement est branchée donc sur un ordinateur qui permet d'avoir accès donc du coup à une quantité de jeux sur un disque dur. Aujourd'hui, la borne d'arcade d'Eric permet de jouer à près de 3000 jeux et que des grands classiques. Si la partie électronique a été modifiée, tout le reste est d'origine. L'écran, la menuiserie, rien n'a bougé. Si Eric n'a pas l'intention de se séparer de sa machine, autour de laquelle il réunit régulièrement ses amis, il aimerait en savoir plus sur son histoire et se demande bien quelle pourrait en être sa valeur actuelle. Et tu vas lui répondre dans un instant. D'abord, que veut dire jeu d'arcade, Emmanuel? Alors c'est un anglicisme parce que aux États-Unis, pour parler de salle de jeu, on parle de amusement arcades. Et du coup, en français, on a utilisé ce mot arcade qu'on a transposé et donc on a créé le terme de jeu d'arcade. Mais en fait, ce sont ces bornes, hein, ces grosses bornes où il faut payer pour jouer. Donc ce sont des jeux qui génèrent de l'argent et qui sont en général positionnés dans des bars ou dans des salles de jeu et surtout qui génèrent beaucoup d'argent. C'est arrivé quand à peu près ça? Alors, c'est une histoire un peu compliquée. On va dire que la paternité, le père du jeu d'arcade, c'est le flipper. Le flipper qui avait une réputation sulfureuse, qui était d'ailleurs interdit aux États-Unis, hein, interdit à New York jusqu'en 1976. On ne peut pas jouer au flipper jusqu'en 1976. Donc, à la fin des années 70... Parce que jeu d'argent, c'est ça? Parce que jeu d'argent, considéré comme un jeu de hasard. Pas considéré comme un jeu d'habilité, mais considéré comme un jeu de hasard. Et du coup, les jeux de hasard sont interdits. Attends, moi je connaissais des super joueurs de flipper, hein. Fallait avoir un peu de talent quand même. Et oui, donc justement, il y a un fameux joueur de flipper qui a réussi à faire changer la loi en disant « Moi, je suis un joueur professionnel de flipper. Je ne suis pas un professionnel du hasard, je suis un professionnel de l'habilité. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y avait là une brèche, un petit peu un manque. Surtout, cette idée a germé dans l'esprit de Nolan Bushnell, qui est un jeune ingénieur à la fin des années 60, qui connaît très bien le business des jeux, de salles de jeux, donc des flippers. Il est lui-même ingénieur en électronique et il a l'idée de croiser les deux. L'été, il travaille dans une salle de jeu et il va créer comme ça le premier jeu d'arcade qui s'appelle Computer Space. Ce jeu-là ne rencontre pas vraiment un grand succès. Succès phénoménal. Donc là, on est en 1971, c'est 1971, exactement. Il en vend des images, 2000. Bon. Oui, c'est un petit jeu très simple. Hein. Il en vend 2000, mais c'est le premier. Donc, c'est vraiment le premier point fondateur. Et avec l'argent que va générer ce premier jeu, il va créer sa propre société d'édition de jeux vidéo, convaincu que l'avenir du flipper, c'est la fin plutôt du flipper, et ce sera le jeu vidéo. Il crée une société qui s'appelle Atari. Ah, bah oui, Un petit peu connu. Et donc c'est eux qui ont créé le fameux jeu Pong, c'est ça? Voilà, Ping-pong. Exactement, le fameux jeu Pong, 1972. C'est le premier jeu qui connaît un succès phénoménal. Grâce à ce jeu-là, Nolan Bushnell devient millionnaire parce qu'il va revendre sa société Atari à Warner Incorporation, ce qu'il achète pour 28 millions de dollars.
Et il est très jeune à l'époque. Donc ça veut dire que les jeux d'arcade, c'est tout de suite un gros carton? C'est très très vite un gros carton. Dès la fin des années 70, on compte à peu près une quinzaine de sociétés d'édition de jeux vidéo. Elles sont toutes positionnées à Chicago, qui était déjà la capitale de fabrication des jeux de flipper. Donc on retrouve encore cette filiation. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement, les succès se succèdent, notamment le premier d'entre eux, c'est Space Invaders en 1978. C'est un jeu qui est très connu, surtout qui a été repris par un artiste contemporain qui en fait des petits motifs en céramique qu'il applique partout dans la ville. C'est vrai. 1978, 1980, un autre jalon, c'est Pac-Man. Là, le succès est mondial, énormissime. 1978, donc 1980. Pac-Man, il y a même des salles de jeux au Japon spécialisées où on ne peut jouer qu'à Pac-Man. Il n'y a que des machines de Pac-Man dans la salle entière de jeux. Donc là, on est au summum des jeux d'arcade. C'est ça. Ça cartonne partout. Ça cartonne, mais le problème, c'est comment faire durer les jeux. On essaie de créer des jeux de plus en plus compliqués, mais si le jeu est trop compliqué, les jeunes joueurs ne peuvent pas s'y habituer. Un autre levier, c'est créer sans cesse de nouveaux jeux. Mais là aussi, la créativité ne suit pas forcément. Il y a un jeu vraiment emblématique qui a été sorti à la suite du film de Spielberg qui s'appelle E.T. Le jeu E.T. du même nom est très mal fait, il fonctionne très très mal. Les cartouches ne se vendent pas du tout. C'est un jeu de salon cette fois-ci. Les cartouches ne se vendent pas du tout. On raconte, il y a une légende autour de ces stocks de jeux invendus, plus de 600 000 cartouches qui auraient été enterrés dans un cimetière au Nouveau-Mexique, puis noyés sous une chape de béton pour que plus jamais on les retrouve. Il y a même des fouilles. Pour que ne ressortent pas. Pour que ne sortent pas. Il y aurait même des fouilles qui auraient été lancées il y a quelques années pour retrouver ces fameuses cartouches. Donc bon, là, on touche un peu à la mythologie des jeux vidéo. Mais c'est pour vous dire que tout s'écroule parce qu'on va trop loin, on essaie de faire trop vite. Le chiffre d'affaires aussi de ces salles s'écroule. En 1980, on compte 13 000 salles de jeux aux États-Unis spécialisées dans les jeux d'arcade. Et à la fin des années 80, ça s'écroule complètement. On compte à peine une dizaine aujourd'hui à New York. Mais les jeux vidéo ne sont pas morts pour autant parce qu'il y a les jeux de salon, justement, tu nous en parlais, qui eux prennent la suite et ça marche fort. Oui, ça marche très très fort, tellement fort qu'en 1990, Capcom décide de sortir son jeu phare Street Fighter 2 en arcade. Et là, c'est le renouveau des jeux d'arcade dans les années 90. D'ailleurs, Eric possède, lui, une borne d'arcade des années 90. Pas la première génération, mais la deuxième. Et donc là, il y a une nouvelle explosion. Mais encore une fois, ça ne dure pas bien longtemps. Et de nouveau, ces jeux-là tombent dans la désuétude. Oh, mais quand même, aujourd'hui, il y a un petit côté vintage. Il y a des gens qui aiment bien avoir ça en décor chez eux. Est-ce que ça a une certaine valeur? Oui, ça a une certaine valeur parce que le phénomène est assez important. Aujourd'hui, on compte des collectionneurs qui cherchent des pièces d'origine. Le fameux jeu Computer Space de 1971, la bande d'origine, s'est vendue, là, il y a à peine 2 semaines, plus de 6 000 €. Ah oui. Ah ouais. Donc c'est quand même une somme importante. Pour la console d'arcade de Eric, il faut compter entre 3 et 500 €. Pourquoi? Parce qu'il l'a bricolé lui-même, c'est ça? Il y a retouché? Alors oui, c'est ça. Les collectionneurs préfèrent toujours les pièces Dans leur d'origine. jus. Pour vous dire, cette fameuse borne Computer Space qui a fait 6 000 €, elle ne comptait que 250 parties jouées. Donc elle était dans son état d'origine. ouais. En plus, Très peu utilisée. Ouais. Donc là, le jeu est modifié pour la borne d'Eric, donc c'est un peu. Oui, mais il a 3000 jeux. Oui, mais il y a 3000 jeux. Et Rajouter les Et puis en plus, il n'a pas du tout envie de la vendre, donc c'est très bien. Mais tu as répondu à sa question puisque il voulait connaître l'histoire de sa borne et tu nous as, nous aussi, remémoré pas mal de souvenirs. Oui, Gérard? Je soupçonne en réalité de vouloir connaître le prix du cadeau que tu as fait à sa femme. Quelle mesquinerie, franchement. Bon, merci.